Donc Hadissa Konya, représentante ici du Forum, le Forum qui est une plateforme internationale des migrants qui représente plus de 700 associations issues de l'Afrique, du Maghreb, de l'Asie et des Caraïbes. Il y a Madagascar et d'autres pays aussi. Je suis en même temps, je représente, c'est pour ça, vous osez me parler tout de suite du Sénégal, des organisations, notamment la Fondation des immigrés sénégalais, qui est née justement après les événements de Ceuta et Melilla, et juste pour apporter l'information juste et déconstruire en tout cas tous ces clichés qui sont nés de ces phénomènes catastrophiques, que ce soit en Espagne, ce qu'on appelle les caïbos et autres. J'ai plus peut-être parlé des migrations. J'ai dit que j'allais parler très lentement pour les traducteurs, parce que c'est vrai que c'est bon. Ok. Donc, je vais parler très, très lentement, donc et ça permet aussi d'avoir, en tout cas, une traduction qui n'est pas amputée. Voilà. Et notamment en France, je peux dire que les politiques de la France ont commencé quand même un durcissement à partir des années 2005, là où on parle de l'Euroforteresse. Et la plupart des mesures relatives à l'immigration, à l'asile et autres, et au contrôle surtout des frontières, étaient exclues de la méthode communautaire. Mais le Conseil a décidé à l'unanimité qu'il fallait que cette décision s'applique à tous les États membres, où il y a eu aussi des anecdotes de rapatriement. Moi, je me rappelle, en pleine lutte des sans-papiers en France, nous avons eu un Marocain, plus noir que moi, mais Marocain, qui a été retourné au Mali. Il parlait ni Mali, ni le Bambara, ni l'autre. Il a beau dire qu'il n'était pas malien, qu'il n'était pas sénégalais, mais c'était ça. Il y a le délit mais au faciès. Comme il était noir, il fallait que ce soit dans un pays d'Afrique. Comme si au Maghreb, dans le Maghreb, il n'y avait pas aussi des populations noires. Donc pour vous dire l'ampleur de ces mesures. Les politiques européennes de fermeture des frontières se radicalisent. Ça, mon ami Dico va me le dire, lui qui travaille au quotidien avec ces rapatriements forcés. Et je pense que ce qu'on dit, c'est que les pays du Nord, notamment l'Union européenne, ils ont une politique cohérente parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait plus d'immigrés. Quand ils ont eu besoin d'aller chercher des immigrés, ils ont fermé les yeux, ils sont allés les prendre, avec ou sans papier, ils les ont fait bosser comme des nègres, excusez-moi le terme, mais c'était leur politique de développement. En ce moment, ils ne s'occupent pas de droit, ni de droits de l'homme, ni autre. Mais ce qu'il faut opposer, je pense, à ces politiques, c'est aussi une syndicalisation et de la société civile, mais aussi des États africains au sud. Parce que ce qui se passe, c'est que nos États, dans toutes les conventions, ce qu'on appelle aujourd'hui les conventions de réadmission et de restriction, il y a eu en France ce qu'on a appelé l'immigration choisie. La société civile s'est levée un peu pour défier cela. Et un de nos favoris présidents, qui était Abdoulaye Wade à l'époque, a inventé le terme immigration concertée. Dans la concertation, qu'est-ce qu'il y avait? Rien du tout, à part que c'est lui qui avait décidé que ce mot figure dans les accords. Donc, ce qui s'est passé avec ces accords, c'est que de plus en plus, on est devant un fait où les Africains tendent la main comme de vulgaires mendiants dans la coopération sud-sud, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale. Mais une des conditions de tous ces accords, c'est-à-dire on va vous financer tant. Oui, vous avez besoin de combien? Et comme mon ami Ducot l'a dit, l'aide qu'il nous envoie, la plupart, c'est la sécurisation. Et il le budgétise dans ces millions de dollars, de millions d'euros qu'il nous. Donc, moi je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'on s'organise.
Et l'organisation, c'est surtout, comme je disais, imposer à nos États que ces questions, parce que nos États n'ont pas de politique migratoire. En Afrique, je peux dire que sur peut-être une trentaine de pays, 2 ou 3 ont une vraie politique migratoire. Le Cap-Vert, là, parce que le Cap-Vert, la plupart de la population capverdienne est de la diaspora. Et en tout cas, en dehors du pays. Du coup, le Cap-Vert est obligé de tenir compte de cette diaspora qui non seulement fait vivre le pays, qui draine l'économie, parce qu'il n'y a rien au Cap-Vert, ils ne peuvent plus compter sur cette diaspora. Et la diaspora maintenant est assez forte pour quand même contribuer à faire des propositions dans les politiques qui les régissent avec d'autres pays, les pays de résidence, notamment le Portugal, la France, d'autres pays où il y a une forte implication de la diaspora. Donc revenons un peu sur ce Frontex. Sur le Frontex, moi je pense que c'est quand même une terminologie qui est passée comme ça, où on dit que Frontex, c'est la politique d'externalisation aussi. Il y a Frontex, mais des pays comme le Maroc, ils ont signé des conventions. Des conventions où, déjà, avant même d'arriver en Europe, la répression est beaucoup plus forte, beaucoup plus, en tout cas féroce, dans ces pays du Maghreb, notamment la Libye qui a signé avec l'Italie aussi ces accords, parce qu'ils avaient besoin d'argent, ou bien de se faire voir, ou bien à l'époque Kadhafi, ou bien d'avoir une plus grande reconnaissance de l'euro. Et quand même, c'est ces choses-là qui aujourd'hui impactent négativement sur la gestion quotidienne que nous avons sur nos immigrés. Donc, moi je pense que la tâche est grande, et dans les rencontres comme ça, où les échanges d'expériences, mais aussi de bonnes pratiques, sont de mise, je pense qu'on peut, à partir de ces expériences pays, avoir assez de propositions pour l'amener à un haut lieu et discuter franchement avec les décideurs, si je veux dire. Parce que quand même, on a beau dire, on a beau parler de semblant de liberté, mais quand même, les grandes décisions, là où ça se passe, on n'y est pas. Si on y est, c'est à titre avec un strapotin de consultants, de consultation, où on simplement demande nos avis. Moi, je me dis, il y a combien de DFMD? 4, 5, 6, je ne sais pas. Mais à chaque fois, les mêmes questions qui reviennent. Depuis ces DFMD, qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les avancées? À part peut-être la ratification sur la convention de l'OIT sur les travailleurs domestiques. Je pense que c'est la seule avancée de toutes ces rencontres. Donc il faut quand même qu'on ait une pensée, des alternatives d'organisation. Des alternatives d'organisation et de propositions sur ces espaces. Quand on y est, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qui devrait être en tout cas notre façon de faire? Et sans ça, je pense qu'on peut avoir encore 10 000 rencontres, aller à New York, revenir, aller au dialogue de haut niveau, parler, avoir des beaux discours, mais je pense que cette prise de conscience, elle est nécessaire. Elle est nécessaire autant pour nous, en tant que société civile, parce que cette société civile, c'est la diaspora, mais qui est aussi intégrante des autres sociétés civiles en lui, qu'elles soient européennes, qu'elles soient, parce qu'il y a aussi des alliés sur lesquels on peut compter pour avancer. Et je pense que j'ai épuisé mon temps, je ne sais pas, et je vous remercie. Very much.